Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus à notre café citoyen en aussi grand nombre. On vous laisse présenter rapidement. Donc, Anthony, moi, Ariane, Stéphanie, Sarah et Catherine, on est des étudiants en travail social. Et dans notre contexte de cours PIA, on a décidé d'aborder la précarité financière des étudiants en contexte d'austérité. Étant donné qu'on est vraiment touché par cette réalité, on a jugé vraiment pertinent de nous mobiliser face à cette problématique. Et en collaboration avec l'AGE-CVM, on s'est dit que d'organiser un café citoyen, c'était un événement qui était parfait pour sensibiliser les participants aux impacts des différentes formes de militantisme et les conscientiser aux enjeux aux politiques d'austérité. Donc, je vais passer le micro à Stéphanie qui va vous expliquer le déroulement. Donc, dans le fond, chaque panéliste va parler pendant 20 minutes. Ensuite, il y aura un échange environ de 10 minutes où vous allez pouvoir poser des questions. Ça va être un bel échange. Et par la suite, à la fin, il y aura un court questionnaire d'appréciation qui va être distribué à la fin pour que vous puissiez répondre à quelques petites questions. Fait qu'on veut juste faire un rappel, tu sais, de rester respectueux, de ne pas interrompre les autres, parler par-dessus. Il y a encore de la pizza dehors. S'il en reste, vous pouvez en prendre une deuxième pointe. Juste de se déplacer dans le silence, même chose quand vous allez vers les micros. Juste comme ça, on peut s'entendre tout le long. Sinon, il y a aussi du café, puis amusez-vous, s'il vous plaît. Nous aimerions commencer par reconnaître que le Cégep du Vieux-Montréal est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons que la nation Ghanaienne-Gayaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous réussissons aujourd'hui. Dio-Diagué, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et personnes de la communauté montréalaise. On aimerait commencer par, dans le fond, remercier la présence des partenaires qu'on a invités. On a à notre droite la CAS, qui est un collectif autonome qui lutte pour la reconnaissance et la salarisation du travail étudiant. Ils sont basés à l'UQAM. Merci d'être là. Puis on a aussi Éric, je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas vu, mais Éric Labonté de la bibliothèque, qui a préparé dans le fond un petit signet avec un code QR avec plein de liens avec des trucs pertinents que Francis et Marianne ont fait, des trucs qu'eux ont accomplis, puis aussi des trucs vraiment pertinents en lien avec notre sujet aujourd'hui. On a aussi Radar, qui est un kiosque d'information pour les étudiants du Vieux, parce que c'est un service offert par et pour les étudiants du Vieux. Pour vous expliquer un peu, si jamais vous voulez à la fin savoir les services d'aide à l'école, si jamais ça va moins bien ou si jamais on touche des codes sensibles, il y avait une full cool activité sur les réalités étudiantes si vous voulez les faire après. Donc, merci à Azriel et Alice, excuse, d'être là aujourd'hui. Je vais commencer aussi par présenter nos panélistes. Merci d'être là aujourd'hui, d'ailleurs. On a aussi, aujourd'hui Francis Dupuy-Léry, qui est professeur au département de sciences politiques à l'UQAM. Vous le connaissez un peu probablement pour ses recherches sur l'antiféminisme, mais aussi sur ses travaux sur le Black Bloc, l'anarchisme et l'intermondialisme. Il a écrit beaucoup de choses. Je vous invite, c'est tout très, très pertinent. Il a publié une dizaine d'ouvrages, dont Un printemps rouge et noir et Quand les élèves se révoltaient. Je peux te les montrer. Ces deux beaux livres-là sont vraiment cool. Aujourd'hui, on a le plaisir de l'accueillir sur son expertise sur les mouvements de lutte étudiante. Ici, j'ai Marianne Dicroce, qui est doctorante en sciences politiques à l'Université d'Ottawa, professeure de philosophie au Cégep de Saint-Jérôme.
est chargée de cours à l'UQAM au département de philosophie. Elle est chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Elle est aussi cofondatrice de l'UPOP Montréal, un projet populaire visant à démocratiser la connaissance et à favoriser l'esprit critique. Elle est d'ailleurs intervenue à titre d'experte devant un comité ministériel sur des enjeux liés à un rôle de l'éducation en société, à l'enseignement collégial et à la marchandisation de l'éducation. Elle va venir nous entretenir sur l'impact des mesures austéritaires sur la population étudiante aux études supérieures. Donc, on va passer la parole en premier à Marianne qui va parler un 20 minutes. Moi, je vais parler des mauvaises nouvelles, puis après ça, j'imagine que Francis va parler de ce qu'on va pouvoir faire. Juste pour nous situer, parce que là, on le sait, il y a eu des grosses compressions budgétaires récentes au collégial, puis à l'université aussi. Mais je vais nous faire un petit rappel. Je ne ferai pas un long exposé de chiffres, mais parce que les coupures qu'on vit depuis 2 ans, disons, de manière plus sévère, mais ça s'inscrit dans un continuum quand même. Faut se rappeler que quand la CAQ est entrée au pouvoir, on venait de traverser une période d'austérité du gouvernement libéral du Québec. Donc, de 2011 à 2016, il y a eu des coupures de 155 millions étalées sur 5 ans dans les cégeps, dont seulement 15 millions ont été réalloués par la suite. Donc, le manque à gagner est resté. En 2018, la CAQ est entrée au pouvoir. Il n'y a pas eu vraiment de réinvestissement dans les budgets du Québec. Il y avait parfois ce qu'on appelle du nouvel argent qui était mis pour les budgets au collégial. Mais souvent, c'était des mesures ciblées, par exemple, le développement, c'est des belles formules, là, le développement de solutions technologiques ou ce genre de choses. Il y a eu la pandémie, là, pendant laquelle, j'ai envie de dire, c'est drôle à dire, là, mais comme heureusement, ils n'ont pas eu le temps de toucher à rien dans les cégeps. Mais c'est ça. Par la suite, je prends le budget du Québec en 2021, c'est ça. Il y a eu des développements de solutions technologiques. On entendait par là, entre autres, le développement plus massif de l'enseignement à distance. Parce que là, il avait été expérimenté pendant la pandémie, donc ça donnait une occasion de poursuivre. Il y a eu aussi les bourses perspectives. Qui, dans le fond, payaient des frais de scolarité dans certains programmes ciblés, mais ciblés en fonction de quoi? En fonction des besoins du marché du travail. Donc, des domaines dans lesquels il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Donc, je pense à, par exemple, en enseignement à l'université, en soins infirmiers, techniques d'éducation à l'enfance, tous des programmes de technologie de l'information. Donc, le gouvernement voulait attirer des étudiants dans ces programmes-là. Donc, évidemment, plutôt que d'investir, correctement dans des programmes d'aide financière aux études, j'allais dire les prêts et bourses, mais surtout les bourses, on a choisi de cibler certains programmes. Donc, c'est pas tant de donner l'accès aux études à tous et toutes que chacun puisse poursuivre son projet d'études, étudier dans le programme qu'il a envie. C'est qu'on veut attirer des gens dans certains programmes. Donc là, on est en 2021. D'ailleurs, ces bourses-là ont été abolies depuis. En mai 2024, il y a un rapport de la vérificatrice générale du Québec qui montre que le 2/3 des cégeps, donc en 2024, se trouvaient en mauvais état ou en très mauvais état. La dégradation s'était accentuée depuis 2019, donc pendant la présence de la CAQ. Et là, on était passé de 24% des établissements qui étaient en mauvais état ou très mauvais état à 65%. Puis là, à ce moment-là, les investissements prévus dans le budget pour la période 2023-2024 à 2026-2027, c'était 61 millions de dollars et ça ne couvrait même pas la moitié des sommes requises pour remettre tous les cégeps en état. Donc, il y avait déjà un manque à gagner. Et là, que fait la CAQ à ce moment-là, plutôt que de se dire « on va investir plus », en juillet 2024, les directeurs généraux des cégeps reçoivent une lettre qui leur annonce qu'il y a des restrictions budgétaires qui sont imposées, à l'université également. Ces restrictions-là au cégep vont toucher essentiellement les immeubles et équipements, donc tous les bâtiments, tout ce qui est matériel, là, que ce soit les chaises sur lesquelles vous êtes assis, même le matériel pédagogique, l'achat de livres à la bibliothèque, tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle au cégep le MAOB. Pas si intéressant les acronymes, mais c'est pour vous montrer à quel point ça ratisse large. Donc, c'est tout ça, les budgets sont coupés parfois jusqu'à 50% de ce qui était prévu. Et cette annonce-là, elle arrive en juillet.
En juillet, tous les cégeps ont déjà fait leur prévision budgétaire pour l'année qui suit. Il y a des sommes qui ont même été promises, engagées. Puis là, on peut penser, puis pour les bâtiments, c'est des prévisions de rénovation, par exemple un toit qui coule, un système d'aération qui ne fonctionne pas, un bâtiment qui est en train de s'écrouler. Il y a des projets d'agrandissement aussi. Il y a une hausse de la population étudiante. Donc, tous ces projets-là, pour plusieurs, vont être mis sur la glace. Donc, déjà à la rentrée en août 2024, dans les journaux, on voit se multiplier là, les nouvelles à l'effet que des projets d'agrandissement sont mis sur la glace, que, par exemple, tel cégep ne pourra pas réparer sa piscine. Donc, tous les cours qui prévoyaient l'usage de la piscine sont annulés. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui se passent. Et donc, bien évidemment, je pense aussi, ça veut aussi dire qu'il y a des étudiants qui ne pourront pas être acceptés au cégep. Par exemple, le cégep Montmorency, il me semble, avait dû refuser près de 1000 étudiants parce que il n'y avait pas assez d'argent pour agrandir, ou il y avait déjà des classes modulaires, il était à pleine capacité. Donc, c'est quand même assez, faute d'espace, là, on devait réduire. Fait que, tout ça a des impacts. On peut penser que les immeubles, ça ne nous impacte pas. Je viens de faire un gros anglicisme. Ça n'a pas d'impact sur nous. On va dire ça comme ça. Et donc, mais ça en a, en fait. Puis ça en a sur nos conditions d'études. Fait que ça, c'est en juillet 2024. Et là, comme si c'était pas assez, en novembre 2024, le gouvernement annonce à toute la fonction publique, mais ça touche aussi les cégeps, un gel des embauches et un plafond des heures travaillées. Ce que ça veut dire, c'est que, dans le fond, pour le personnel, ça ne touchait pas les profs, mais pour le personnel de soutien, par exemple, le personnel professionnel, donc que ce soit les personnes qui travaillent à la cafétéria, les API, les conseillers pédagogiques, les intervenants, dans le fond, les gens qui travaillent à la bibliothèque, s'il y a un poste vacant, donc que ce soit quelqu'un part à la retraite ou quelqu'un tombe en arrêt de travail, on ne peut pas engager de nouvelles personnes pour les remplacer. Ça veut aussi dire le plafond des heures travaillées, qu'on n'a pas le droit de dépasser un certain nombre d'heures. Donc, on ne peut pas faire travailler... c'est peut-être pas une mauvaise chose, on ne peut pas faire travailler plus quelqu'un pour faire la job de 2 personnes, ce qui est une bonne affaire, là, on s'entend. Mais donc, ça fait en sorte que, il y a des bris de services qui s'en viennent. Donc, on comprend que tous les services vont pas arriver nécessairement à faire leur tâche, ou en tout cas, ces employés-là vont peut-être devoir travailler vraiment fort, subir de la pression. Et à ce moment-là, en novembre 2024, chose très, très rare, il y a une lettre ouverte dans les journaux rédigée par les présidents de plusieurs conseils d'administration des cégeps qui dénoncent les décisions gouvernementales. Donc, c'est très rare parce que ces gens-là, habituellement, ne sortent pas pour dénoncer le gouvernement. Ils disent que, là, avec les restrictions budgétaires, le gel d'embauche et tout ça, les cégeps sont sérieusement menacés de ne plus être capables d'assurer leur mission, soit de rendre l'éducation collégiale accessible à la grandeur du Québec. Ça, c'est la partie où on peut être d'accord avec eux et être content. Après ça, ils vont défendre l'autonomie des cégeps. Donc, mais ils défendent l'autonomie gestionnaire des cégeps. Là, on va quand même pas... on analyse la situation, mais ils défendent le fait de... parce que là, ce qui arrive aussi, c'est que le gouvernement centralise énormément les décisions. Donc, ils se plaignent aussi d'une opacité des décisions. Avant, les DG de cégep pouvaient se réunir, il y avait un processus, tout le monde savait qui allait avoir combien, quel projet allait être accepté. Et là, les décisions leur semblent arbitraires, sont plus au courant de comment elles sont prises. Donc, il y a ça qui est dénoncé. Ils dénoncent aussi le fait que les particularités régionales ne sont pas prises en considération parce qu'évidemment, un cégep comme le cégep du Vieux-Montréal ne doit pas avoir beaucoup de misère à avoir un grand nombre d'étudiants, étudiantes, mais c'est moins le cas dans certaines régions. Et là, comme les cégeps sont financés par étudiants en majorité, ça peut être problématique parce que je pense récemment, le centre collégial de Forestville, qui est un tout petit centre collégial qui dépend du cégep de Chicoutimi, a été menacé de fermeture. Ça s'en allait fermer. Il y a eu une mobilisation des gens de la région, puis finalement, ça a été sauvé. Mais parce qu'il y a peu de gens qui étudient à Forestville. Sauf que, ça coûte très cher de le maintenir ouvert, sauf que si ce centre collégial-là ferme, c'est plein de gens sur le territoire de la Côte-Nord qui n'auront pas accès. Voilà. Et dans le budget 2025, on n'annonce pas des compressions, en fait, on annonce un investissement dans l'éducation collégiale, sauf que après analyse, que la Fédération des cégeps, les syndicats et plein d'autres gens qui ont étudié le budget disent c'est pas un investissement, il y a 151 millions de moins pour 2025-2026. Donc,
les libéraux avaient coupé de 155 millions sur 5 ans. La CAQ vient de couper 151 millions pour 1 an. En fait, c'est que leur budget prévoyait une augmentation de l'investissement de 0,3 %, mais ça ne couvrait pas l'augmentation des dépenses pour l'année qui, elle, se situait entre 2 et 4 %. En plus d'une augmentation de la population étudiante, ça fait que finalement, il manque vraiment d'argent. Et ces mesures-là, donc toutes ces coupures-là, ben, elles ont des impacts sérieux. Là, on se met à faire des économies de bout de chandelle. Je pense à un cégep ou à la reprographie, là, ils n'ont pas le droit d'acheter des... Il y a des feuilles de plein de couleurs, là, mais là, si tu veux imprimer ça, là, il faut qu'ils finissent les couleurs qu'ils ont. Fait que là, tu arrives, puis là, ben, tu as du vert, mais tu n'as plus de blanc, puis là, on en est là. C'est un peu ridicule, là. Donc, c'est ça. Fait que quel impact ça a? Ben, tu sais, ça a plein d'impacts directs et indirects sur vous, les étudiants et étudiantes. Bien, évidemment, tu sais, la première à laquelle je pense, c'est une diminution des services et de plusieurs types de services. Ça peut être les services d'aide psychosociale, dans la mesure où, ben, déjà, auparavant, on dénonçait la réduction de ces services-là. Mais si quelqu'un part, si un intervenant part puis qu'on ne peut pas embaucher quelqu'un d'autre, bien évidemment, ça fait moins de place pour tout le monde. Ça peut être, je ne sais pas comment vous l'appelez, est-ce que vous appelez ça le SAID? Oui, le SAID. Donc, le SAID, la même chose, tu sais, il y a une augmentation des besoins au niveau du SAID, sauf que s'il y a moins d'étudiants, il y a moins de personnel, ben ça fait que les services sont des fois réduits, compressés. Je pense à des changements dans l'organisation du SAID. Il y a des cégeps où maintenant les étudiants et étudiantes doivent réserver leur examen 14 jours à l'avance. Ben, tu sais, après ça, est-ce que ça demande quand même d'y penser beaucoup plus à l'avance? Il y a des cégeps où le SAID a décidé que c'est seulement le temps supplémentaire, quand vous avez une mesure de temps supplémentaire pour vos examens, qui va être surveillé au local du SAID. Donc là, ça implique, par exemple, d'aller en classe avec un portable, à la fin de l'examen, d'interrompre sa concentration, de se déplacer. Donc, tu sais, ça peut sembler minime, mais quand on ajoute tous les impacts, bien, c'est énorme. Ça peut être aussi une difficulté à rencontrer son API. Moi, j'ai vu des endroits où les API ouvrent les plages de rendez-vous tel jour, telle heure, puis si tu n'essaies pas de prendre rendez-vous à ce moment-là, ben, tu ne pourras pas le voir, ton API. Mais là, si tu es en classe pendant ce moment-là, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu sors ton cellulaire en classe devant ton prof ou tu vas pas à ton cours? Fait que, tout ça, c'est des façons d'organiser le travail qui souvent sont causées par les compressions, le manque de ressources, le manque de personnel. Ça peut être aussi au niveau des activités. Donc, on peut avoir, une des premières choses souvent qui est coupée, comme prof, moi, ce que je vois en premier, souvent, c'est qu'on nous coupe les budgets pour inviter des conférenciers, par exemple. Donc, moi, j'ai des collègues qui organisent la semaine des sciences humaines à mon cégep. Bien, des fois, il y a des coupures de budget. Donc là, on peut moins inviter de gens. Ça peut être des activités organisées par des profs. Il y a une époque, c'est pas pour ces raisons-là, mais il y a une époque où, à mon cégep, une prof organisait un cinéma politica, mais ça prend de l'argent pour acheter les films, pour avoir les droits de diffusion, tout ça. Mais là, c'est le genre d'activité que je sais pas si on pourrait faire en ce moment. Même chose, ça peut être de vous attribuer des locaux pour des groupes étudiants, tout ça. Donc, tu sais, parce que les cégeps manquent d'espace, bien, les locaux, ça devient une denrée rare. Donc, parce qu'on n'a pas les budgets pour agrandir, les budgets pour rénover, bien, ça a tous ces impacts-là. Ce qui fait que le cégep, plutôt que d'être un milieu de vie enrichissant, agréable, un milieu où on entre en contact avec la culture, par exemple, bien, ça devient finalement un peu je rentre, je vais à mes cours, je ressors. Fait que ça a quand même des gros impacts sur la manière dont c'est vécu. Au cégep où j'enseigne, on manque d'espace. Là, on avait des projets d'agrandissement, je ne sais pas où ils en sont, mais ça déborde. La cafétéria est tout le temps pleine, la bibliothèque est pleine. Il n'y a pas un coin du cégep où il n'y a pas des gens entre les cours. Il y a de la vie, mais en même temps, les gens sont entassés, là. Ça peut toucher aussi tout le matériel auquel vous avez accès, les livres à la bibliothèque. Donc, tu sais, les budgets, nous, ont été réduits. Évidemment, il y a certaines disciplines qu'on juge ayant des besoins de pointe qui vont avoir le droit d'acheter les nouveautés, mais d'autres disciplines, la philosophie, ça fait 2500 ans que ça dure, Platon, c'est Platon, ben peut-être pas acheter autre chose. Mais c'est des exemples qui semblent exagérés, mais j'en ai entendu beaucoup dans le réseau de ce genre de choses-là. On peut se dire que les coupures à la reprographie, ça n'a pas d'impact sur vous, mais oui, parce que plus le service est réduit, moins le prof a une latitude pour faire ses photocopies.
Donc, il y a une pression à vous distribuer les documents par des voies électroniques. Donc, ce que ça fait, c'est que vous devez vous-même y accéder, peut-être même l'imprimer. Donc, les coûts sont transférés aussi sur les étudiants, ce que je me refuse à faire. Ça peut être aussi dans le prêt de matériel. Je sais pas à votre cégep comment ça fonctionne, mais quand moi j'étais au cégep, même si j'étais pas en cinéma, je pouvais emprunter une caméra pour faire un film avec mes amis si je voulais, un projet. Mais là, si on a juste 2 caméras, puis il y en a une qui brise, puis on peut pas en acheter une autre, ben ça se peut qu'on veuille pas la prêter à d'autres étudiants que les étudiants qui en ont besoin pour leur cours. Donc tout ça, c'est des petites économies de bout de chandelle, des logiques gestionnaires qui s'insinuent puis qui finalement transforment beaucoup l'expérience de la vie collégiale. Puis pour ce qui est du manque d'espace aussi, là, en ce moment, un phénomène qu'on remarque beaucoup, c'est l'explosion du cadre horaire. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est votre cas, mais nous, il n'y a pas de cours de soir à l'enseignement régulier. Donc, les cours, c'est entre 8 heures et 6 heures. Mais il y a beaucoup de cégeps qui ont commencé par manque d'espace dans le jour, à ouvrir le cadre horaire. La convention collective des profs le permet. Donc, on peut nous faire enseigner jusqu'à 23 heures le soir. Et donc, là, mettre des cours au régulier le soir. Mais ça fait en sorte que, par exemple, c'est plus compliqué peut-être pour vous de travailler dans un emploi salarié parce que là, vous pouvez avoir des cours le soir. S'il y a des parents étudiants, là, il n'y a peut-être pas les services de garde, par exemple, à ce moment-là. Et souvent, en plus, c'est les cours de la formation générale qu'on va déplacer le soir, français, philo, les cours pour lesquels, par ailleurs, le gouvernement juge qu'il y a un problème de réussite dans le premier cours de philo, et que là, est-ce qu'on met les conditions gagnantes pour la réussite? Fait que tout ça, ça a des impacts sur ce qui se passe au cégep, sur comment, l'expérience que vous en avez, votre vie à vous aussi à l'extérieur. Donc, c'est pas anodin. C'est ça. J'ai pas mal fait le tour, je pense, des impacts. Puis je pense que vous pourrez encore mieux que moi soulever des éléments qui ne sont pas apparus, même me donner plus de détails. Mais quelques remarques, disons, de conclusion. Ces effets-là, comme vous le savez, vous le vivez tous les jours, ils s'ajoutent aussi à tous les autres effets des enjeux qu'on vit socialement, l'augmentation du coût de la vie, la crise du logement. Puis là, je parle du manque d'espace, mais moi, je me souviens quand j'étais étudiante, j'étais dans un petit appart, mais j'étais contente d'aller à l'université puis de respirer un peu, des fois. Mais là, si j'arrive dans mon cégep puis qu'on est empilés les uns sur les autres, je suis toujours dans des lieux où je manque d'espace. Le coût vous vivez la précarité, peut-être pas tous et toutes de la même façon, mais la précarité alimentaire. Il y a une étude, je pense, qui a été faite par des profs d'ici, d'ailleurs, qui ont montré que 40 à 60 des étudiants vivent de la précarité alimentaire jusqu'à même de la grande précarité. L'augmentation des coûts du transport, la réduction aussi dans les services de transport, ça peut avoir un effet sur votre capacité de vous déplacer. Quand on place justement des cours le soir, l'offre de transport elle suit pas nécessairement, donc ça complique énormément la vie. Puis là, sans parler de toute la dégradation des services publics qui nous affectent. Quand les services psychosociaux, par exemple, sont réduits au cégep, ça vous oblige à vous tourner peut-être vers l'extérieur, mais là, les services publics à cet effet-là, c'est super dur d'en obtenir. Fait que là, c'est quoi la solution? Si vous avez les moyens, c'est d'aller au privé. Tout ça, ça creuse aussi les écarts, les inégalités sociales. Mais de l'autre côté, partout dans l'institution collégiale, on nous parle de taux de réussite, que c'est important la réussite, puis qu'il faut mettre les moyens en œuvre pour la réussite. Mais la réussite, c'est pas juste comment moi je donne mon cours, là. La réussite, c'est tout le reste autour. Est-ce que les conditions sont favorables pour étudier, pour être disposé à apprendre? Donc, quand on fait des compressions budgétaires comme celles qu'on fait en ce moment et qu'on fait depuis des décennies, c'est, oui, la réussite qu'on met en jeu, mais c'est aussi tout l'accès démocratique à l'éducation. C'est aussi une vision très, très marchande de l'éducation. Ce qui importe, c'est le taux de diplomation, c'est de former des gens à l'emploi. Puis, le reste, le cégep, c'est de moins en moins un lieu de vie culturelle. Et, bon, tout ça. Donc, voilà, je vais m'arrêter ici, puis on pourra en reparler. Super. Hey, merci, Marianne. C'était un beau résumé. C'était un beau portrait de la situation en ce moment, puis je pense qu'on le vit pas mal tous et toutes directement. Là. Puis comme tu dis, les économies de bout de chandelle, là, si on gratte un peu dans ce qui reste, puis c'est ça se fait sentir vraiment ici au cégep. Merci. OK. Après avoir abordé les impacts de la précarité étudiante et la dissonance entre les discours politiques et la réalité du terrain, on va céder la parole à Francis qui va nous proposer des pistes d'action concrètes
pour lutter contre cette précarité financière et cette austérité? Oui, pas trop d'optimisme, là, mais en tout cas, je vais vous parler d'histoire et de la pertinence et des dynamiques qui sont liées aux luttes étudiantes. Et pour ce faire, je vais me baser d'une certaine manière, mais pas uniquement, là, puis vous pouvez venir les feuilleter après si vous voulez. Là. Donc, c'est cet ouvrage-là qui est un ouvrage collectif, donc c'est plusieurs chapitres écrits par différentes personnes. C'était après la grève de 2012. L'idée, c'était en fait qu'on fasse des petits groupes professeurs et étudiantes qui avaient fait la grève pour écrire différents chapitres sur différents thèmes de la grève de 2012. Puis je vais commencer par vous parler de quelque chose qui est moins connu, qui est une recherche que j'ai faite sur les grèves d'élèves dans les écoles. Donc, ça a donné une bande dessinée qui est un faux manuel scolaire. Bref, anyway. Et donc, voilà. Donc, tout ça pour commencer en disant que dans l'histoire, les écoles et les collèges et les universités sont des lieux où il y a de la politique. C'est des lieux politiques, c'est des lieux où il y a des rapports de pouvoir, c'est des lieux où il y a des rapports inégalitaires, c'est des lieux où il y a des structures de domination, évidemment entre les adultes et les jeunes, mais aussi possiblement entre jeunes. C'est pas évidemment extérieur à la société, c'est traversé par les rapports sociaux de la société. Ça fait partie de la société, c'est une institution importante. Et toutes les écoles et toutes les époques et tous les contextes et toutes les régions ne sont pas politisés de la même manière, où les rapports de force ne se font pas sentir de la même manière. Puis je vais terminer en parlant des différentes disciplines aussi. Ce n'est pas toutes les disciplines qui sont aussi sensibles à ces enjeux-là. Moi, je n'avais pas eu conscience, quand j'étais au secondaire, qu'on pouvait faire la grève au secondaire. Et en fait, c'est après la grève de 2012, donc la grande grève étudiante des Carrés rouges au Québec, où j'ai vu passer dans des articles sur la grève, dans des journaux, des petites dépêches qui disaient « Ah, dans Sophie Barra ou Joseph Perrault, telle école, comme ils ont fait une journée de grève et tout. » Puis là, j'étais comme « Ah, tiens, c'est bizarre, ils font la grève à l'école secondaire, c'est quand même curieux, ça. » Et donc, en fait, j'ai mené une recherche spécifiquement là-dessus. Et avec mon équipe de recherche, donc mes étudiantes aux maîtrises doctorat, on a retrouvé dans le monde, et c'est une infime partie, parce qu'on s'est basé sur des bases de données de presse, puis tous les pays n'ont pas les mêmes archives de presse, puis il y a des pays qu'on n'a pas pu faire, comme la Chine, par exemple, mais on a trouvé près de 3000 cas de grève d'élèves dans des écoles au 20e siècle et au 21e siècle, donc c'est énorme. Et la très, 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 très grande majorité de ces grèves sont des grèves qu'on pourrait qualifier de progressistes, c'est-à-dire pour la justice sociale. Il y a des grèves qui concernaient des enjeux liés directement à leur établissement, leur école spécifique, donc c'était dans l'établissement. Ça pouvait être des grèves parce qu'en fait, Mademoiselle Smith était mise à pied, puis c'était leur institutrice adorée, puis ils trouvaient que c'était une injustice, fait qu'ils se mettent en grève pour qu'on garde Mademoiselle Smith. Ou à l'inverse, Monsieur Johnson, c'est un directeur qu'ils détestent parce qu'il est super autoritaire et super punitif, puis il veut qu'il s'en aille, fait qu'ils font la grève. Ou parce que le toit coule, ou le chauffage ne fonctionne pas. Même au Québec, j'ai trouvé des cas. Donc, quand il fait moins 14, ben, ils font la grève. Quand il manque de ressources, quand la bibliothécaire est mise à pied, des grèves aussi, des mobilisations contre les codes vestimentaires, ça c'est vraiment récurrent, surtout au sujet pour les filles en fait, les codes vestimentaires sont tout le temps sexistes et misogynes et sexualisent le corps des filles, donc en fait il y a beaucoup de conflits sur les codes vestimentaires auxquels les élèves ne participent pas. Il y a pas les codes vestimentaires, là, le conseil d'élèves et les élèves ne participent pas à la construction du code vestimentaire, du code de vie non plus d'ailleurs. Il n'y a pas d'appel. Il y a pas vous ne pouvez pas faire appel à la punition, c'est arbitraire. Bon. Des cas de grève où il y a des enjeux de sécurité. Il y a par exemple un élève qui se fait tuer par un camion à l'intersection du quartier, puis là ils font la grève pour ça. Et donc c'est presque tout le temps des grèves progressistes à l'intérieur, donc pour plus de dignité, plus de ressources, ils défendent leurs intérêts, dans le fond, c'est aussi simple que ça. Et des fois, c'est des grèves qui sortent de l'école et qui, en fait, se diffusent dans plusieurs écoles. Et bien avant les médias sociaux, il y avait... parce que les gens se parlaient, en fait, avant les médias sociaux. Il y avait des amis, même. C'est un peu bizarre de penser ça maintenant, mais... bon, on n'avait pas beaucoup, là, mais... même avant les médias sociaux, donc, il y avait des mouvements de grève dans des écoles qui se diffusaient.
une des manières dont se diffusait, c'est en fait que les élèves, quand ça avait des enjeux qui concernaient d'autres écoles ou la région ou le pays, ben en fait, ils partaient de leur école puis allaient vers l'autre école pour faire sortir les élèves de l'autre école, puis ils essayaient de passer comme ça dans le quartier pour que les différentes écoles tombent en grève. Des fois, ça faisait des batailles. Et il y a eu des mouvements absolument incroyables. Je vous en rappelle pour mémoire un en particulier. C'est à l'automne 1911, donc là, on est vraiment loin, là. Je venais d'avoir 20 ans, et en Angleterre. Et en 1911, en fait, à l'été 1911, c'est un des étés qui est vraiment marqué par d'immenses grèves ouvrières en Angleterre. Et c'est une grosse période de conflits sociaux. Les mouvements ouvriers sont vraiment en colère. Et en fait, à l'automne, dans les quartiers ouvriers, les élèves se mettent en grève. Et ce qui est important de comprendre, et il y a deux enjeux. Il y a les punitions corporelles qui, en Angleterre, à l'école, vont être bannies vraiment très tardivement. Je pense que c'est dans les années 80. C'est pas banni partout. Là. Aux États-Unis, il y a encore 19 États où c'est permis de battre les élèves à des fins pédagogiques. J'ai essayé d'implanter ça à l'UQAM, ça n'a pas passé. l'UQAM. Donc, c'était le slogan « No more cane », donc on ne veut plus de coups de canne. C'était ça l'outil utilisé pour battre les élèves. Et leur autre revendication, qui peut paraître tout à fait bizarre aujourd'hui, laissez-moi finir ma phrase, c'était pour avoir pas de devoirs à la maison parce qu'ils voulaient travailler à l'usine. Donc, en fait, ces élèves étaient des ouvriers. Et donc, ils avaient fait la grève à l'été comme ouvriers, mais comme l'éducation était rendue obligatoire pour les classes ouvrières, ils se retrouvent à l'école en septembre, puis en fait, ça leur enlève des heures de travail. Et donc, en fait, vous aviez des ouvriers de 8, 9, 10, 11 ans à l'époque qui avaient fait la grève pendant l'été et qui transposent, en fait, le moyen de lutte de la grève à l'école en disant, ben, c'est pareil, en fait, on a juste à pas rentrer puis à faire du piquetage puis à manifester dans les rues. Et pour ne pas avoir de devoirs, mais pas parce qu'ils n'aimaient pas les devoirs, parce que ça enlevait des heures de salariat. Évidemment, aujourd'hui, on a plutôt tendance du côté progressiste à dire qu'il ne faut pas que les enfants travaillent, là, mais ils travaillaient déjà, donc c'était ça leur logique. Dans 60 villes, des dizaines de milliers d'élèves, des grèves dans une soixantaine de villes en Angleterre, en Grande-Bretagne, en Écosse, pendant l'automne 1911. Malheureusement, le mouvement est vaincu, et d'ailleurs, les médias qui sont contre cette grève ironisent sarcastiquement sur le fait que les leaders sont battus à coups de canne. Donc ça, c'est un cas de grève nationale. Vous avez plusieurs autres cas de grève et vous avez d'autres manières aussi de protester. Donc vous avez sûrement entendu parler des pensionnats autochtones, par exemple. Et moi, pendant longtemps, les pensionnats autochtones, je m'imaginais les jeunes autochtones comme des victimes passives. Mais en fait, il y a eu plein de formes de résistance de ces jeunes autochtones à l'intérieur de l'école, entre autres. Ils refusaient de parler, ils refusaient de manger, ils sabotaient des choses, ou ils parlaient en cachette dans leur langue, ou ils fuguaient. Mais dans les cas les plus radicaux, comme le Mohawk Institute en Ontario, ils l'ont incendié. Ils en ont incendié en Saskatchewan, ils en ont incendié aux États-Unis, et une femme mosquito des prairies, qui est dans les 80 maintenant, se souvient d'un incendie comme ça dans les années 30 dans son pensionnat. Et elle dit, c'est comme la prise de la Bastille, c'est comme on nous a libérés, parce qu'en fait, il n'y avait plus d'école. Et donc, ils nous ont fait dormir dans la grange, et le lendemain, on a pris le train, puis ils nous ont ramenés dans nos communautés, puis on était libérés. Donc, si vous brûlez le cégep du Vieux-Montréal, dites pas que vous étiez à cette présentation-là. Moi, j'ai rien à voir avec ça, là. Mais je vous rapporte simplement des moyens de lutte. Des Mohawks, et des Mosquitos et des Autochtones. À Montréal, vous voyez où est devant le carré Saint-Louis, là, je pointe là, je ne sais pas du tout où je pointe en fait, là, mais devant le carré Saint-Louis, donc les géographes me disent par là, là, bon, en tout cas, le carré Saint-Louis, donc en face du carré Saint-Louis, il y a un gros bâtiment, là, c'est l'Institut d'hôtellerie, où c'était ça, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore ça, avec la station de métro. Au début du 20e siècle, c'était pas ça. C'était l'école Aberdeen, qui était une école anglophone, et c'était en grande majorité des élèves juifs, parce qu'en fait, tout sur la Maine, jusqu'à Fechteberg, en fait, la principale communauté migrante, c'était des juifs à Montréal, c'était des communautés très pauvres. Beaucoup de socialistes, d'anarchistes, en fait, dans cette communauté juive. Et en fait, en 1913, il y a une institutrice qui tient des propos antisémites en classe,
Et donc, en fait, il y a 500 élèves juifs qui sortent de l'école et qui s'en vont sur le carré Saint-Louis pour protester en faisant la grève. Il y a des photos de ça. Et dans la même école, dans les années 30, pendant la grève économique, ils vont faire la crise économique, comme ils sont socialistes, c'est les Young Pioneers, c'est d'obédience communiste. Ils font la grève, en fait, pour que dans l'école, on distribue du lait, gratuitement du lait, des vêtements et du matériel scolaire aux familles des parents qui ont perdu leur emploi pendant la crise économique, qui sont au chômage. Donc, je termine 2 mots sur les écoles secondaires, simplement pour vous dire 2 choses. Il y a d'autres mouvements aussi qui sont des mouvements transnationaux. Évidemment, j'imagine que vous avez entendu parler de Greta Thunberg. Donc, des mouvements comme la grève de la jeunesse pour le climat, qui est un mouvement qu'on y pense absolument extraordinaire dans tous les sens du terme. Mais il y en avait eu d'autres avant. 91, 2003, il y a eu des grèves un peu partout au Canada et ailleurs, dans les élèves secondaires, contre la guerre, contre les 2 guerres contre l'Irak. Il y a eu une grève nationale aux États-Unis contre les tueries pour le contrôle des armes à feu. Et je finis en disant, sur les écoles secondaires, en disant, malheureusement, il y a quelques cas, très peu nombreux, mais il y a quelques cas de grève d'intolérance, en fait, entre autres des suprémacistes blancs au sud des États-Unis dans les années 50-60, qui font la grève, par exemple, parce que un livreur de charbon, un camionneur livreur de charbon est un Afro-Américain, puis ils ne veulent pas d'Afro-Américains dans leur école, ou quand finalement la déségrégation va avoir lieu, ils font la grève pour empêcher en fait les élèves Afro-Américains de rentrer dans leurs écoles, donc ça arrive aussi. Mais les élèves Afro-Américains ont fait par dizaines de milliers, pendant des décennies, ils ont fait des grèves contre la ségrégation raciale aux États-Unis. C'est un mouvement extrêmement important. Je passe aux universités. Les universités, ou en tout cas le post-secondaire, mais appelons ça les universités, le cégep, évidemment, comme vous le savez, c'est quelque chose de très québécois, là. C'est un peu particulier, le cégep, mais c'est un pied à l'université, puis ouais, en tout cas, et un pied dans un bar, mais le milieu post-secondaire, donc l'université, ça existe dans plusieurs civilisations, mais en Europe, ça a été créé au 13e siècle, d'abord en Italie, Bologne, Pise, les premières universités, l'Université de Paris, Oxford, Cambridge. Et la première année de la création de l'Université de Bologne, donc on est en Italie, au 13e siècle, la première année, les étudiants tombent en grève, et ils tombent en grève parce que le prix des loyers est trop élevé. Donc, il n'y a pas une crise du logement, c'est que le logement il est toujours trop cher, depuis 800 ans. Et donc, ils vont aussi tomber en grève parce qu'ils ont des professeurs qui sont trop souvent absents. Ils vont aussi tomber en grève parce qu'il y a des professeurs qui ne respectent pas leur plan de cours. Et dans l'Université de Bologne, en fait, ils vont même prendre le contrôle. Et en fait, l'université était gérée, le recteur était un étudiant. Et les professeurs avaient l'obligation de mettre une partie de leur salaire dans un compte de banque géré par les étudiants qui géraient l'université. Ici, ils ne respectaient pas leur contrat, ils saisissaient cet argent-là. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pourquoi les professeurs ont créé des chaires, c'est pour être autonomes de la pression étudiante. Donc, finalement, l'UQAM, c'est pas si pire, en fait. Et donc, dès que les universités sont créées, il y a des mouvements étudiants. Et au fil des siècles, évidemment, je ne pourrais pas vous parler de tous ces événements. Selon les contextes politiques, il peut y avoir des mobilisations d'étudiants de droite, même d'extrême droite sur certains campus. Et évidemment, il peut aussi avoir la gauche et l'extrême gauche. Et il y a des mouvements extrêmement importants en Amérique latine, Hong Kong, en Chine, la place Tiananmen, aux États-Unis, mai 68 en France, etc. Rapidement, mais vous connaissez possiblement cette histoire. Au Québec, évidemment, le mouvement étudiant du Québec a été un mouvement historiquement, à partir des années 60, extrêmement combatif et extrêmement influent sur la société, sur les rapports sociaux et sur les rapports de force. Si on le compare à d'autres provinces ou d'autres États américains où les mouvements étudiants les associations étudiantes sont souvent des associations de services, des associations, c'est pas inutile, mais c'est pas combatif, c'est pas revendicatif, c'est beaucoup moins de grève. Et le principal ressort des mobilisations du mouvement étudiant, qui explique, entre autres, pourquoi pendant des décennies, les frais de scolarité étaient moins élevés au Québec, c'est les grèves étaient pour bloquer, en fait, les augmentations des frais de scolarité. Et c'est extrêmement important. Il y a eu des grèves extrêmement importantes là-dessus. Il y a eu des grèves même de solidarité entre étudiants et étudiantes
par exemple, la grève de 2005, qui était une modification des règles des allocations de prêts et bourses, en fait, ça a été, à l'époque, on considérait que c'était la plus grande grève étudiante de l'histoire du Québec avant 2012, mais même les étudiants et étudiantes qui ne touchaient pas les prêts et bourses sont tombés en grève, évidemment, et donc c'est une sorte de grève solidaire pour les plus démunis. Puis après ça, il y a évidemment la fameuse grève de 2012 contre une augmentation absolument aberrante du gouvernement Charest, qui n'a pas été très, très, très bien acceptée par le mouvement étudiant. Donc ça, c'est la question financière. Et après la grève de 2012, qui dure, disons, de février-mars 2012 au mois d'août, en fait, ou septembre, en fait, les élections ont lieu le 4 septembre, si je me rappelle bien. C'est le Parti québécois qui est élu Pauline Marois, première femme élue à la tête du gouvernement du Québec. Pauline Marois va faire... Pauline Marois, en fait, va complètement couper les jambes au mouvement étudiant avec quelque chose qui n'était pas du tout prévu, qui n'était pas sur la table de discussion, qui n'était pas négocié, qui n'était pas dans les revendications de personne. Elle va proposer, en fait, l'indexation des frais de scolarité. Et donc, en fait, il est très, très, très difficile pour le mouvement étudiant aujourd'hui de dire on fait la grève contre l'indexation, parce que l'indexation, en fait, dans votre compte de banque, ça paraît pas trop. Sauf que sur 10 ans, en fait, vous payez bien plus que le monde qui payait en 2012. Puis dans 10 ans, ils vont payer bien plus que vous aujourd'hui parce que l'indexation, c'est à chaque année, ça augmente de 2-3% et tout. Et après 10 ans, ça fait 25% d'augmentation sans que personne pense qu'on l'a vu, mais en fait, vous le payez pareil. Et donc, Pauline Marois, en faisant ça, elle a vraiment eu comme effet, c'est un effet direct, qu'il n'y a plus de grosses grèves étudiantes liées à l'enjeu financier, pour cette raison que je viens d'expliquer. Donc, dans un monde idéal, avec une super bonne campagne, etc., on pourrait imaginer une campagne. Ça a été essayé en 2015 pour la gratuité scolaire, par exemple, mais ça a été un échec. Donc, je ne sais pas que c'est impossible, mais ça n'a pas fonctionné. J'attire tout de même votre attention sur le fait que d'autres enjeux qui ont mobilisé aussi le mouvement étudiant, donc ce mouvement étudiant qui est très combatif au Québec, dont le moteur de l'action a souvent été économique, dans le sens que je viens de mentionner, avait aussi d'autres causes qu'il a portées dans les 30-40 dernières années, beaucoup moins aujourd'hui, mais dans les années 60-70, jusque dans la fin des années 80, au début des années 90, le mouvement étudiant au Québec était une force très importante pour la défense de la langue française et l'affirmation de la langue française, y compris une histoire que vous ne vous rappelez pas, là, mais Robert Bourassa, 89, la loi nonobstant, la loi dérogatoire, en tout cas, la Cour suprême avait invalidé certains articles de la loi 101, et le mouvement étudiant avait participé aux mobilisations avec les syndicats et avec d'autres forces de société civile pour défendre la loi 101. Dernièrement, ça, c'est des choses que vous savez mieux que moi, il y a eu des grèves pour les stages, il y a évidemment eu des grèves et des campements pour la cause palestinienne, vous en avez évidemment entendu parler, contre le génocide. Je termine, il me reste 2-3 minutes là. Je termine pour dire, les grèves, c'est l'aspect peut-être le plus spectaculaire. Et dans les grèves, évidemment, vous pouvez faire plein de choses. Souvent, en fait, la grève elle-même devient un espace de créativité politique. Et donc, il y a la grève. Mais la grève, c'est quoi? C'est du pitage, mais c'est de l'affichage, puis c'est des réunions, puis là, il y a des comités, puis là, il y a des films qui se font, puis des journaux, puis des tracts, puis de la poésie, puis des graffitis, puis des déroulements de bannières, puis des occupations. Ah ben non, plus maintenant, mais en fait, il y avait des occupations avant. Et en fait, jusqu'au début des années 2000, en fait, les directions d'établissements, même au niveau des polyvalentes, étaient relativement tolérantes envers les occupations. L'Université de Montréal, même, on a déjà occupé pendant 2-3 nuits le bureau du recteur, puis on a vu un gardien de sécurité qui nous demandait si tout allait bien, puis si on voulait du café. Mais à partir du début des années 2000, y compris dans un cégep où il y avait beaucoup d'occupations et où il y a eu énormément de répression, qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, là, il est le cégep du Vieux-Montréal, en fait, je pense qu'il est ici, en fait. Les directions ont dit les occupations c'est fini. Et donc à l'UQAM, au Vieux-Montréal et dans d'autres lieux, il y a eu des actions policières extrêmement répressives. Ils ont même scié des trous dans les murs pour rentrer là. Ils ont procédé à des centaines d'arrestations. Donc les occupations c'est pour l'instant plutôt risqué ou terminé. Mais évidemment la mobilisation étudiante c'est d'autres choses aussi. Donc j'ai parlé des journaux, ça c'est vrai aussi au secondaire. Des cafés, il y a la tradition des cafés étudiants comme l'Exode, le café Aquin à l'UQAM, le café d'anthropologie à l'Université de Montréal, mais l'idée d'avoir des cafés qui sont des lieux aussi de politisation et des lieux aussi culturels d'une certaine manière, ça fait partie en fait de la mobilisation étudiante. Les différents comités, il y a plein de comités,
Et il y a des comités institutionnels qui sont reconnus par l'institution, mais il y a des comités ad hoc autonomes qui se créent aussi. Entre autres, évidemment, des comités féministes qui se créent de manière autonome parce qu'en fait, dans le milieu militant, comme dans tous les milieux de gauche, il y a évidemment des agresseurs et des sexistes. Donc, il faut bien sortir de ces milieux-là pour le combattre de l'extérieur parce qu'on c'est invivable à l'intérieur. Des communautés de diversité sexuelle et de genre, etc., etc. Et il y a des tensions entre les réformistes et les radicaux, mais ça, c'est l'histoire de la gauche, et de la droite, en fait, aussi. Mais elle nous intéresse moins. Je termine sur la question, il me reste 37 secondes, donc je vais parler super vite. Je finis sur les disciplines et qu'est-ce qui fait que les étudiants et étudiantes semblent avoir certains étudiants et étudiantes semblent avoir une propension à se mobiliser comme ça. Donc, il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est ce qu'on appelle, en sociologie des mouvements sociaux, on appelle ça la disponibilité biographique. C'est-à-dire que les jeunes sont à une période de leur vie où, en fait, en principe, et c'est d'autant plus vrai si le coût de la vie est bas, plus le coût de la vie augmente, plus la pression augmente, moins vous avez l'impression d'avoir du temps. En fait, moins vous en avez, parce que probablement vous travaillez plus, en fait, pour avoir de l'argent. Vous êtes plus stressé, tout a un coût plus élevé. Mais quand le coût de la vie n'est pas trop élevé, le temps des études est un temps, d'une certaine manière, plus élastique. Et là, je ne veux pas dire que votre vie est facile, là, mais avec moins de responsabilités d'une certaine manière. Et on sait que, en fait, l'arrivée des premiers enfants, l'achat d'une propriété, un emploi stable, ce sont des éléments qui nuisent au militantisme, qui nuisent à l'engagement, qui nuisent à la politisation. Vous pouvez rester politisé chez vous, là, puis aller voter une fois tous les 4 ans si ça vous tente, là, mais donc la période de la vie étudiante est une période où souvent on a plus de temps pour faire des choses de ce type d'action militante et d'engagement. Donc c'est une des explications. Et aussi, il y a les types d'études. Donc, en fait, comme je l'ai dit au tout début, c'est surtout les sciences humaines et sociales et les arts et lettres qui sont les plus engagés parce que c'est des disciplines, c'est des matières, c'est des sujets qui stimulent, en fait, des réflexions sociales, travail social y compris, qui stimulent des réflexions critiques sur la société. On vous parle et vous réfléchissez à des problèmes de société. Et c'est dans l'imaginaire, c'est dans l'histoire, c'est dans le récit de ces disciplines-là qu'on vous parle aussi de lutte politique, de conflits politiques, de mobilisation. Et donc, ça inspire, ça stimule et ça explique pourquoi, en fait, c'est dans ces disciplines-là que quand le mouvement étudiant du Québec, par exemple, lance des grèves avec un plafond, là, il faut que tant de départements dans tant d'universités soient en grève, on n'attend pas tellement médecine de l'Université de Montréal là, qui tombe en grève, ils ne tombent pas en grève. Et voilà. Et donc, la dernière chose, vous avez vu le truc là du prof qui annonce 3 fois sa conclusion. La dernière chose, c'est que le mouvement étudiant aussi est une incroyable école pour la politique. Et en fait, aujourd'hui, on est 14 ans plus tard, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui militent aujourd'hui comme conseillers syndicaux, conseillers à la MOB dans les syndicats, à la CSN, à la FTQ et ailleurs, qui sont passés par la grève de 2012. C'est là qu'ils ont développé des compétences organisationnelles, des compétences de mobilisation, des compétences d'analyse. Et en fait, les syndicats les ont accueillis en leur offrant un salaire. Historiquement aussi, le mouvement étudiant du Québec a produit beaucoup de politiciens et de politiciennes pour le meilleur et pour le pire. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on peut tout atteindre à la conclusion après ce dialogue. C'est pas vraiment un dialogue, là, mais bref. Que, en fait, les grèves, ça constitue un moyen de pression qui est super important pour les étudiants. Puis ça nous permet vraiment de mettre pression puis de forcer un dialogue, en fait, avec les gens qui sont au pouvoir. Merci, c'était super pertinent, tout ce qui était par rapport au secondaire, on n'en parle pas assez. Donc, moi, je partirais tout de suite sur la période de questions, parce qu'on veut aussi vous laisser la place à vous exprimer, poser vos questions, réfléchir avec nous. Parce qu'on le voit aussi, au CVM, il y a une réduction des services majeurs, là,
on en a parlé un peu avec le SAID, il manque d'ordinateurs, il manque de place, au point où est-ce que si tu fais ta réservation trop en retard, ben, t'as aucune chance d'avoir ton examen puis avoir accès à tes mesures d'aide, ce qui est vraiment stressant puis pas cool. Tu sais, l'entretien général du cégep, en ce moment, notre plafond coule. Ça aussi, c'est pas cool. Puis ça serait le fun d'avoir l'argent pour entretenir le cégep du vieux, parce que c'est vraiment un beau cégep. Puis avec les coupeurs puis les gels d'embauche, en ce moment, à Radar, justement, on s'est fait couper littéralement la moitié de notre budget, ce qui nous permet d'être moins là pendant les kiosques des réductions des méfaits qu'on fait pendant les événements socio-culturels qui sont où est-ce que notre aide est demandée, puis où est-ce que nos services sont recherchés par les étudiants, puis les gens d'ailleurs qui viennent au vieux. Donc, il y a un micro à droite pour les premiers tours de parole, un micro à gauche pour les deuxièmes tours de parole. On vous demande de rester respectueux, respectueuses, éviter les sophismes, je pense que vous savez c'est quoi, et de limiter vos durées d'intervention, juste pour vous dire que vous pouvez parler 5 minutes, mais laissez la chance aux autres aussi de s'exprimer s'ils veulent s'exprimer. Santiago, ici présent, notre caméraman, merci d'être là aujourd'hui. Il est présent pour filmer notre événement. Si vous voulez pas être filmé, faites juste lui dire après, ça pourrait être coupé au montage, il n'y a pas de problème. Donc, on vous attend. Moi, en ce moment, je suis au comité de recherche et affaires académiques de la CRU, puis justement, on réfléchit beaucoup sur l'analyse des grèves du passé, puis aussi le discours de sécurité, là. Fait que pour moi, ça a été très pertinent, puis je vais vous écrire dans vos courriels pour répondre à votre question. Mais pour aujourd'hui, quand on pense à 2012, il y a beaucoup de monde qui considère ça une victoire, mais il y a un autre groupe qui considère ça genre une grande défaite. Puis qu'est-ce qui fait qu'il y a des... Genre, c'est quoi la différence de ces gens-là qui perçoivent ça de manière différente? Ben, il y a mes amis puis il y a les autres. Et mes amis pensent une défaite. Non, mais en fait, c'est parce qu'en fait, dans le mouvement de 2012, il y avait différentes tendances. Et il y avait différentes revendications, et donc tout le monde ne s'entendait pas sur ce que devait être la conséquence ou la conclusion ou le résultat de 2012. Et donc, dès le début, il y en a qui militent pour bloquer la hausse. Donc ça, c'est un succès. Il y en a qui militent ils disent, bon, on a tellement un gros mouvement qu'on ne va pas se limiter à demander ça. On va demander la gratuité scolaire parce que c'est une revendication qui date de la Révolution tranquille, du rapport parent, etc., etc. Donc ça, pour eux, c'est un échec. Il y a ceux qui, en fait, ont vu que c'est un mouvement social assez inédit dans les 2 dernières générations au Québec. Là. Disons, il faut remonter un peu aux fin des années 60, début des années 70 pour avoir un tel niveau de conflictualité sociale qu'il y a des gens qui ont commencé à rêver, peut-être qu'on est dans une phase révolutionnaire ou qu'il va vraiment avoir une transformation de système beaucoup plus radicale. C'est un échec pour ces personnes-là. Ben, il y a ce que je viens de dire aussi, il y a la récupération cynique par Pauline Marois à la fin qui fait l'indexation, qui a surpris un peu tout le monde, qui se sont dit « Ah, ça, c'était pas prévu quand même, l'indexation, là. » Et donc, en fait, même ceux qui voulaient bloquer la hausse, mais ils ont quand même eu l'indexation, donc ça, c'est un échec. Puis après ça, il y a eu des personnes qui restent traumatisées, parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont perdu un œil, puis il y a des personnes qui ont été blessées, puis il y a des personnes qui ont été solidement réprimées par le SPVM, entre autres. La SQ aussi, il faut toujours se méfier de la SQ. Et donc, voilà. Mais, en même temps, donc, une fois que je dis ça, il y a plein de monde qui disent, de tous les camps par ailleurs, qui disent quand même que c'est un moment absolument incroyable, très long, inédit, je le répète, là, mais c'est vrai, et que les gens ont quand même vécu des choses extraordinairement positives dans ces moments-là par ailleurs. Donc on peut aussi avoir un bilan, dire il y a des choses positives qui en sortent, puis il y a des choses moins joyeuses qui en sortent. On n'a pas besoin d'être échec ou succès. On peut dire il y a des éléments c'est un échec, puis il y a des éléments c'est un succès. Donc ça dépend de comment on lit tout ça. Puis il y a quand même des gens qui étaient un peu contents de voir Charest partir, même si voilà.
Je voulais juste poursuivre sur le côté optimiste et positif sur ton intervention, Francis, parce qu'au Vieux-Montréal, on a fait partie des profs contre la hausse. Puis c'est quelque chose qui est quand même important à faire connaître aux générations qui ne l'ont pas connu. Pendant la grève étudiante, nous, les profs, on était à la maison, les bras croisés, puis on voyait un peu la grève se dérouler sous nos yeux, puis on vivait quand même, en fait, beaucoup d'impuissance puis de colère. Là, on attendait à être calé en assemblée syndicale, on voulait se mobiliser, on voulait s'impliquer, mais on ne pouvait pas tellement le faire parce que tout était paralysé par la grève. Puis à un moment donné où il y a des profs qui ont dit « Bien, ça suffit, là, on ne peut plus rester à la maison puis rien faire, il faut aller aux côtés des étudiants ». Et là, il y a une page Facebook, les profs contre la hausse, qui s'est développée. Puis la première rencontre qui s'est passée à Antique, c'était extraordinaire. Il y avait des centaines de profs de toutes les cégeps. On s'est retrouvés, puis c'est comme si tout d'un coup, ça nous a donné, en fait, la crédibilité de débarquer dans les rues au nom des profs contre la hausse. On n'a pas nécessairement attendu après nos assemblées syndicales pour un positionnement. On s'est positionné sur une base affinitaire et d'idéaux à travers les cégeps. Puis ce mouvement-là, étudiant-professeur, pour moi, ça a été l'une des plus grandes victoires qu'on a pu vivre au Québec. C'était très émouvant. Puis ça n'a pas été très long que la société civile s'y est mise. Fait que, une des victoires que moi, je voudrais mettre de l'avant, c'est que ça n'a pas été long, que ça a été les casseroles sur le bord des balcons, les grands-mères en colère. Il y a eu tous les mouvements avec les banderoles. C'était plus juste les profs contre la hausse, c'était la société civile contre la hausse. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Cette mobilisation-là, ben, elle a quand même provoqué des élections accélérées. Fait que, tu sais, j'amène cette perspective-là parce que moi, c'est la mienne, en fait. Je pense que les mouvements, les étudiants ont amené avec eux la société civile. Puis ça, c'est quand même exceptionnel, là. Fait que je voulais juste amener cette perspective. Oui, ben merci. Puis je vais en profiter pour faire un peu de pub, là, mais... peut-être vous l'avez à la bibliothèque, puis peut-être l'eau n'a pas coulé sur le livre, là, donc je ne connais pas les sections qui sont inondées, là, mais donc dans le livre dont je parlais, Le Printemps rouge et noir, qui est un ouvrage collectif, comme je dis, avec des chapitres écrits par différentes personnes sur différents sujets, il y a justement la diversité de ce qui s'est passé pendant les 8 mois en 2012. Donc il y a le rapport au mouvement étudiant, oui, mais il y a aussi plus spécifiquement le comité femmes dans l'AC, il y a justement le mouvement des casseroles qui a été lié aussi au mouvement des assemblées populaires autonomes des quartiers. Il y a l'activisme sur le web, il y a l'artivisme, donc en fait tout ce qui est les expressions artistiques qui ont été incroyables aussi, poésie, art visuel pendant la grève, puis l'impact sur les partis politiques, puis finalement il y a 2 chapitres malheureusement sur la répression judiciaire et policière. Si je peux ajouter quelque chose, prof contre la hausse aussi, il y a beaucoup de profs là-dedans, dont je fais partie, qui avaient vécu la grève de 2005 comme étudiantes. Puis c'est aussi la frustration des structures syndicales qui a amené à... Bien que, après ça, je me suis aussi impliquée au syndicat, là, mais c'est les limitations, disons, de la structure légale syndicale qui a aussi amené à se mobiliser à l'extérieur. Puis ça, on le doit au mouvement étudiant beaucoup. Donc, je pense qu'il faut s'en rappeler de ça. Puis, le mouvement étudiant, là, c'est une école formidable pour plein de choses. OK, je vais devoir me pencher un petit peu parce que, ouais. Moi, je veux vous parler de l'hypocrisie de la CAQ. Il y a une communication qui a été publiée en juin 2025 sur le site de la CAQ qui est intitulée Est-ce qu'il y a vraiment des coupes dans le budget de l'éducation au Québec? Point d'interrogation. Et donc, je vous en lis quelques parties, ensuite je vais commenter. Est-ce qu'il y a vraiment des coupes dans le budget de l'éducation au Québec? Pas du tout. Merci la CAQ. Les chiffres sont clairs, pas du tout. Depuis l'élection du gouvernement de la CAQ et la fin de l'austérité libérale, les sommes allouées à l'éducation ont augmenté chaque année. Les services aux élèves aussi. Souvenez-vous de « Ah, ça a augmenté à chaque année? Wow! » Je vais commenter là-dessus dans pas longtemps. Cette année, le budget de l'éducation a augmenté de 5 %. Cette année, il parle de 24-25 à 25-26, donc l'année scolaire. Sous la CAQ, le budget de l'éducation a augmenté de 58 %. Et sous la CAQ, les services aux élèves ont augmenté plus vite que le nombre d'élèves. What the fuck? C'est pas vrai. Blablabla. Puis là, vous irez voir la publication, là, c'est facile à trouver. Cherchez CAQ coupures budgétaires, vous allez trouver. C'est un bon show d'humour. Bref, la raison que je vous parle de ça, j'aimerais ça. En fait, je vais faire mon compteur, ensuite je vais poser ma question. Il y a une différence à faire entre les coupures budgétaires et les compressions budgétaires qui est quand même importante à comprendre. Et c'est justement cette distinction-là qui permet au gouvernement de dire
hey, on a augmenté le budget, parce que c'est vrai que le budget a monté de 5%, mais on en a parlé, c'est pas assez. Donc, c'est ça. J'aimerais ça entendre votre take un peu sur comment vous voyez un peu la position que le gouvernement se permet de prendre et c'est ça, de dire que, hey, on a assez d'argent. C'est ça. Comment est-ce qu'on fait face à ces communications-là? Comment est-ce qu'on s'éduque sur les vrais enjeux et tout ça? Je vous lance la balle. Oui. Ce qui est toujours compliqué là, dans ces luttes-là, c'est que ça devient des guerres de chiffres. Puis des guerres de chiffres, ça intéresse pas beaucoup de monde, puis ça perd rapidement tout le monde. Puis là, on se bat sur des interprétations de « Non, on a augmenté le budget de 5 %, mais non, ce 5 %-là, il ne comprend pas le 2 % d'augmentation. » Puis là, ça devient complète. On ne peut pas mobiliser les gens sur ce genre de discours-là. Fait que, tu sais, il y a un travail important quand même à faire de démonstration des chiffres puis de qu'est-ce que ça veut dire dans le réel. Mais je pense pas que c'est... Puis ça, c'est important. Puis on l'a vu en 2005, on l'a vu en 2012, mais je pense pas que c'est ça là, qui fait sortir les foules dans la rue puis qui fait bloquer des portes. Puis c'est vraiment après ça que les idéologies, en fait, qui sont derrière ces actions-là. Ce que le gouvernement fait, c'est de la manipulation du discours. Puis là, j'ai pas de solution miracle. Là. Ça serait le fun si j'en avais une. Là. Mais il faut se mobiliser sur... je pense que déjà, ce que vous faites aujourd'hui en amenant le vécu des étudiants, ce que ça représente au quotidien, ça, c'est un moteur beaucoup plus mobilisant. Après ça, une fois que j'ai dit ça, il va falloir qu'on le fasse ensemble, cette affaire-là. Là. Mais, tu sais, c'est le petit morceau que je peux amener aujourd'hui là, pour l'instant. Vous avez parlé que, par exemple, 2012, le mouvement étudiant a été un vecteur pour du militantisme et a formé une génération au militantisme. Mais j'avance un peu que la bureaucratie associée aux associations étudiantes et tout le militantisme étudiant est plus un enfer réformiste qui va amener les gens vers du réformisme. Par exemple, les gens de 2012, là, vous avez même dit, c'est des gens qui sont importants à la CSN aujourd'hui, mais c'est des milieux syndicalistes qui sont pas radicaux, qui sont pas forcément, qui sont politisés, mais plus vers une social-démocratie. Et même dans le mouvement étudiant, il y a beaucoup d'associations étudiantes maintenant qui sont gérées, ou il y a encore le fantôme de gens qui sont même plus dans le milieu étudiant, qui sont même plus des étudiants, mais qui sont des anciens de 2012, qui vont avoir encore leur influence, qui fait ça fait un peu une hiérarchie informelle. Genre, moi, j'ai fait 2012, moi, je sais quoi faire. C'est ça mon intervention, j'ai dit. Mais c'est bon, mais comme moi j'ai fait 2012, je vais t'expliquer la réalité. Et donc, non, mais tout à fait, tu as tout à fait raison. Quand je l'ai mentionné consciemment et sciemment, et ça va me permettre de préciser ce que tu viens de dire, c'est parfait. Tout à fait, et même je dirais plus que ça, c'est qu'en fait, dans le grand spectre du réformisme ou de l'institutionnalisation de votre vie professionnelle, mettons, pour dire ça comme ça, je sais pas ce que tu fais, là, tu as peut-être déjà une vie professionnelle, mais il y a des canaux. Et donc, par exemple, c'était bien connu dans le vieux temps que la FECUM, qui était liée à l'Université de Montréal, qui était les assos étudiantes de l'Université de Montréal, ben ça allait vers le PQ dans les années 80-90. Et même avant, dans les années 60-70, des vieilles personnalités péquistes que vous connaissez plus étaient dans le mouvement étudiant des années 60 à l'Université de Montréal. Et c'est pour ça que j'ai mentionné les syndicats comme la CSN. Ben, la CSN, elle a récupéré les militantes de l'AC, et qui étaient donc avec des logiques plus radicales, entre guillemets, dans les associations. Ça restait des associations structurées, mais dans le mouvement étudiant, j'aurais pu parler de ça aussi, il y a du monde qui n'était pas institutionnalisé, qui n'était pas dans les associations, qui n'était pas des élus, qui n'étaient pas des exécutants, et qui ont été des participants-participantes à la grève de 2012, qui ont été très influents aussi, entre autres pour essayer de la faire déborder, pour le dire de manière hyper caricaturée, mettons, les anarcho-punks de Hochelag, mettons, et dans ce réseau-là, ben, il y en a aussi qui, après 2012, ont fait d'autres affaires qui ne sont pas de rentrer dans la CSN ou d'avoir... Il y a du monde qui n'ont toujours pas de job, d'ailleurs, mais qui sont allés en gang se trouver une terre près de la Pocatière ou des choses comme ça. Donc, ils ont fait d'autres choses aussi parce qu'en fait, ils se sont connus, ils ont développé des complicités
Et ils ont développé des compétences. Ça fait très comme opportuniste, là, mais les gens font pas ça pour ça, mais c'est ça que ça donne, parce que c'est des expériences marquantes. Ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être 4 amis qui font le tour du monde, puis ils sont tellement bien ensemble qu'après ça, ils font un site web, ou je sais pas trop quoi, là, j'invente une histoire. Là. Mais donc, oui, tu as tout à fait raison. Les institutions mènent vers d'autres institutions. Mais je disais ça aussi parce que je suis dans un cégep où il y a des gens qui suivent des cours et j'imagine qu'ils se projettent dans des vies professionnelles peut-être pour certaines personnes. Vous pouvez le mentionner quand même que c'est une réalité sociale qui se passe, pas juste au Québec d'ailleurs, ailleurs dans le monde aussi, que l'expérience des mouvements étudiants. Puis là, on parle de moments de grève, mais même quand il n'y a pas de grève, en fait, ces grandes associations-là nationales, elles donnaient des portes d'entrée au PQ ou elles donnaient des portes d'entrée dans des partis politiques ou dans des organisations. C'est juste que la grève de 2012 a été un moment vraiment particulier. Mais tu as tout à fait raison que, évidemment, tout ça, c'est des institutions qui ne sont pas révolutionnaires, évidemment. Allô? C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Ok, oui. Je suis un peu gênée, mais c'est bon. Vous avez parlé de l'occupation d'un bureau de ministre, je pense, avant 2012, et je m'avance en disant que c'est 1995, mais j'ai essayé de faire des recherches et j'ai pas trouvé d'informations par rapport à cette occupation-là, et je me demandais si vous pouviez élaborer, genre m'expliquer c'est pourquoi et comme à quoi ça a mené, qu'est-ce qui s'est passé. Non, en fait, oui, mais il y a eu des occupations de bureau de ministre aussi, mais non, moi, je parlais d'une occupation. Moi, j'étais à l'Université de Montréal dans le Vieux-Temps, mais le PQ m'a pas voulu. Et donc c'est ça, il y avait une occupation du bureau du recteur, donc celui qui dirige l'université dans l'Université de Montréal. On avait occupé son bureau pendant 3 jours et 3 nuits. Mais dans les années, je peux pas les compter, là, peut-être qu'il y a des personnes dans la salle qui auraient d'autres informations, mais je me rappelle pas de toutes, mais il y a eu toute une tradition d'occupation d'établissements d'enseignement, dont au Vieux-Montréal beaucoup, à l'UQAM aussi, Saint-Lô, je pense, dans d'autres. Mais des fois, effectivement, ils vont occuper des bureaux de ministres, mais c'est pas juste le mouvement étudiant qui fait ça d'ailleurs. Le mouvement syndical peut faire ça, ou d'autres personnes peuvent faire ça, occuper des bureaux de ministres, des bureaux de députés. C'est des choses qui se font. Des fois, ça dure quelques heures, des fois, ça dure quelques jours, des fois, il y a des arrestations, des fois, il n'y a pas d'arrestation. Donc là, ton cas spécifique, je peux pas t'aider là-dessus. Là, j'ai pas de souvenir spécifique, je suis désolé. Merci. Mais il me semble que dans les années 90, quand il y avait eu les grèves contre la taxe à l'échec, puis 96, hein, c'est ça, j'ai un souvenir. Intéressant, mais dans la tradition des grèves d'élèves au secondaire, en Amérique latine, Argentine, Brésil, Chili, là, il y a eu dans les dernières années, c'était des centaines d'écoles qui étaient occupées par des élèves du secondaire, des fois pendant des mois. Et en Grèce, depuis 10-15 ans, à chaque mois de septembre, ils appellent ça des lycées, là, ils occupent leur lycée. En fait, c'est tout le temps la même stratégie. Là. Ils arrivent le soir, ils passent par-dessus la clôture, ils occupent la place. Puis là, une fois qu'ils ont la place, ça devient un lieu politique. Ils organisent des événements culturels, ils invitent des artistes, ils font des conférences, ils parlent de sexisme, de justice reproductive, puis ça devient une base pour faire des manifestations, etc. Je vais penser de la technicalité de ça, mais on voit presque pas de grève en formation professionnelle. Donc, est-ce que ça, c'est une bonne idée de plus en avoir ou comme plus commencer un social, culturel autour de... Vous vivez des réalités qui se rapprochent de ce que peuvent vivre des étudiants en technique au collégial. Fait que, tu sais, déjà, que ce soit à travers une association étudiante ou pas, là, mais de se regrouper, faire des actions, c'est toujours nécessaire, peu importe le lieu où on est, là, qu'on soit dans un milieu de travail ou autre. Fait que moi, je vous encourage vraiment à essayer de vous regrouper puis à voir quels sont vos intérêts. J'ai l'impression de parler comme une banquière. Là. Pas vos intérêts, mais en fait, les choses qui vous tiennent à cœur, qui vous touchent puis que vous voulez changer. Là. Bonjour. La plupart des gens ici sont pas mal impliqués dans la vie politique au Cégep du Montréal. Fait que je pense qu'ils vont pas être en désaccord avec moi quand je dis que la plupart des gens au Cégep du Montréal s'en foutent un peu. Comme, quand tu vas aux assemblées générales de grève, tu vas au piquetage, il n'y a pas beaucoup de monde. La plupart des gens, je sens que beaucoup de gens dans ma génération ont un peu perdu espoir en la politique en général. Ils pensent plus que ça sert plus à rien d'aller aux manifestations, ça sert plus à rien de faire
l'hôpital, je pense qu'on se fait pas écouter. Comment est-ce qu'on fait rappeler aux gens, comment on fait que les gens regagnent espoir en juste la possibilité de changement politique? Comment on se fait que les gens comment dire, veulent s'impliquer politiquement? Parce qu'en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup comme une sorte d'apathie ou de nihilisme politique dans ma génération. Et ben, c'est ça, on ne va pas trop changer de choses avec ça. En fait, toutes les générations, les gens sont pas en majorité pour la grève, sont pas en majorité pour... Puis, il y a plein de raisons. J'ai mentionné les spécialités, les intérêts, les disciplines, les matières qui sont étudiées. Donc, déjà, il y a des cohortes. Là, en technique policière, à ANSIC, là, je pense pas qu'ils vont faire la grève. Là. Ils ont hâte d'être cadets pour pouvoir taper sur les grévistes, ça, c'est une autre affaire. Et donc, en fait, les grèves dont on parle, il y a plusieurs grèves du mouvement étudiant au Québec, et des grèves ailleurs, et des grèves du mouvement syndical, etc., où, en fait, c'est pas la majorité du monde qui sont pour, c'est pas la majorité du monde qui participe. Et la grève de 2012, évidemment, est un peu particulière, parce que c'est devenu pour des raisons que personne n'avait vraiment anticipées, puis c'était pas un plan, là, il y a ça aussi, c'est qu'il y a des situations sociales, à un moment donné, qui arrivent dans une société, et c'est pas comme... c'est pas un groupe d'anarcho-insurrectionnalistes ou de maoïstes qui ont un plan, là, puis qui ont dit on va faire ça, 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 puis ça va donner ça, puis c'est ça qui arrive. Là. C'est pas comme ça que fonctionnent ni les crises sociales, ni les révolutions, ça fonctionne pas comme ça. C'est comme une sorte de convergence de situations, de rapports de force qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui prend ou que ça prend pas. Et donc, pour les grèves étudiantes, je sais pas si ça va pas te rassurer, mais vous n'êtes pas la première génération où on a l'impression que la majorité du monde sont apathiques, que la majorité du monde ne veulent pas de grève, que même du monde de gauche disent « Non, mais moi, je veux pas rater mes cours, là, parce que là, c'est super stressant. Si je rate mes cours, qu'est-ce qui va m'arriver? » Puis là, le monde sont comme... Ça crée une sorte d'insécurité vraiment fébrile. Moi, je suis passé devant le cégep du Vieux-Montréal en 2012. Je me rappelle plus c'était quelle assemblée, là, mais vous aviez comme... je sais pas, il y avait comme l'Assemblée générale, là, elle a duré comme 12 heures, elle était dans 8 salles avec des vidéos, etc. Puis le monde sortait en pleurant parce que vous aviez voté la reconduction de la grève. Puis il y avait du monde qui pleurait parce qu'ils paniquaient sur leurs examens, puis leurs notes, puis leur fin de session, puis des affaires comme ça. Là. Donc, au Vieux-Montréal, dans ces assemblées-là, il y a du monde qui sont contre la grève, puis qui vont au micro, puis qui disent que c'est pas bon aussi. Là. Donc, je veux pas te rassurer sur votre génération, mais je veux juste te dire que toutes les générations, ils ont eu il y avait souvent une grosse masse de personnes qui sont pas prêts à partir, qui sont pas prêts à faire la grève, qui sont pas motivés, qui ont peur, qui font des calculs, qui sont individualistes. Il y a plein de raisons pour pas embarquer dans des grèves. Ils comprennent pas c'est quoi. Mais moi, ma compréhension, c'est que les moments où il y a le plus de chances que le monde se motive, c'est plus l'attaque est grosse. Plus l'attaque est grande, plus les gens vont être motivés. Et donc, c'est pour ça que je parlais de l'indexation tout à l'heure en disant que c'était un plan de génie de Pauline Marois. Puis c'est pour ça que 2012, ça a pris autant, entre autres, parce qu'en fait, il n'y avait jamais eu d'augmentation aussi élevée. C'était une augmentation totalement farfelue là, de Charette qui est arrivé avec 78 %, je pense, d'augmentation. C'était comme capoté, le gars, là. Et donc, en fait, tout le monde n'était pas... là, il y avait tellement mis en colère du monde que là, ça a créé un mouvement qui a totalement débordé, parce qu'en fait, c'était une attaque énorme. Et moi, je dis tout le temps par rapport aux fameuses assemblées générales, que ce soit une assemblée syndicale, que ce soit une assemblée étudiante, bien, s'il n'y a pas d'enjeu conflictuel, s'il n'y a pas d'enjeu, c'est plate. Pourquoi on va aux assemblées? Je veux dire, c'est plate dans le sens où on voit nos amis, puis on peut prendre un café, puis on a des informations, mais on n'est pas... C'est pas ça, là. C'est comme l'assemblée, elle devient un lieu vraiment politique quand il y a un conflit, qu'on voit un conflit devant nous, puis que l'Assemblée devient le lieu où on va se mobiliser. Et donc, les moments où les assos étudiantes n'ont pas besoin de distribuer des pizzas pour faire venir le monde, c'est quand il y a une grosse attaque contre les jeunes, quand il y a une grosse attaque contre le mouvement étudiant, quand il y a une grosse attaque sur les frais de scolarité, le monde y vient. Puis quand il n'y a pas de conflit, ben là, il faut sortir des trucs pour faire venir le monde, parce que le monde se dit « Ouais, ben, je vais aller faire autre chose. » J'ai pas... Donc, c'est ça. Donc, donc voilà.
Donc, par exemple, c'est pas pour rien que les jeunes de cette génération ici, maintenant, dans les 3 dernières années, se sont mobilisés pour la cause de la Palestine, parce que ça avait absolument aucun bon sens, le niveau de violence de la Palestine. Il y a 4-5 ans, je croisais un étudiant et une étudiante au Café Aquin. Je portais un kéfier. Elle me disait « Ouais, M. Dupuis-Déry, vous essayez d'être à la mode, là? » J'étais comme « Regarde, comme je porte le kéfier depuis 90, là. T'étais même pas né, OK? Mais, calme-moi avec la mode, là. Mais sauf qu'on a manifesté pour la Palestine là, depuis les années 80, là, au Québec. Là, on a sorti dans la rue. Mais jamais, jamais, jamais on a vu le génocide prendre une intensité aussi complètement hallucinante en termes de violence épouvantable, là. Et donc, votre génération, ça a été vraiment un moteur de colère et de réaction de la Palestine, parce que ce que vous voyez en direct, là, c'est abominable, complètement abominable. C'est tout le temps abominable depuis 48, là, mais je veux dire que là, ça avait... Et donc, c'est pas parce que vous aviez des meilleurs leaders ou des meilleures propagandes ou des meilleurs posters ou un meilleur slogan, là. C'est parce que le niveau de violence contre lequel vous êtes révolté était tellement abominable que ça aurait été même bizarre qu'il n'y ait pas de réaction, en fait. Et donc, ça a créé les campements, puis ça a créé les manifs, puis ça a créé tout ça. Mais le 6 octobre 2023, là, Gaza était occupé. Et il y avait une sorte de génocide, je ne vais pas dire d'où, ça se dit pas, là, mais ils étaient dépossédés de leurs terres, ils étaient sous tutelle, puis il y avait régulièrement des morts, puis tout ça. Mais c'était la routine. Personne ne réagissait. En Occident, on était comme, pour la Palestine, mais c'est un sticker. Mais là, à partir du moment où donc ça, c'est un exemple de le niveau de violence provoque une réaction. Mais si en septembre 2023, donc avant, tu aurais tenu une table sur la Palestine, il y aurait eu 2 personnes qui seraient arrêtées, dont une pour te demander où sont les toilettes. Bien, je me présente brièvement. Moi, je suis stagiaire en travail social, puis je travaille dans une ressource communautaire. Aujourd'hui, il est arrivé un enseignant au secondaire dans mon bureau, qui était en conflit avec sa direction, son syndicat, la commission scolaire, pas mal tout, en fait, qui était brûlé, dépassé. Il était complètement indigné, en fait, parce que sa position en défense du personnel puis du droit à une éducation de qualité a été punie de façon pas mal systématique par sa direction d'école. C'est un monsieur qui était vraiment... je dis inquiet, mais ça minimise énormément le ton de son propos quand il était dans mon bureau, de l'éducation qu'on laisse à une génération future. Puis à cause de ça, ça fait plus qu'1 an qu'il est en invalidité, puis qu'il ne peut pas travailler. Dans ça, il y a eu plusieurs mois sans salaire. Puis c'est quelqu'un qui a une famille à s'occuper, etc. Fait comme on le disait tantôt, ça limite sa capacité à se mobiliser. Il se sent pas apte à porter un message, en fait, aussi avec l'impact du harcèlement qu'il a vécu à cause de sa position en faveur des étudiants, puis des coupures, contre les coupures et l'impression qui est vécue par le personnel. Puis ça a été fucking difficile de pas m'emporter, sachant que j'allais être ici littéralement 30 minutes après la fin de ma rencontre, en fait. Fait que c'est pour ça que j'en parle. Puis on dirait comme... Je voulais partager le témoignage parce que je pense que ça vaut la peine qu'on discute de solidarité, puis qu'on peut-être entre en dialogue avec les différents niveaux de l'institution. On est dans un même établissement, on est des travailleurs, des stagiaires, des étudiants, des professionnels qui vont tous vivre les mêmes conséquences de coupures et de pression. Puis il y a des gens, en tout cas le monsieur aujourd'hui a été une preuve de ça, que les étudiants ne voient pas, puis qui n'entendent pas, qui prennent action pour nous, puis de façon isolée parfois. Puis c'est ça, je me demande quand est-ce qu'on va sincèrement entrer en dialogue avec les différents niveaux de l'institution. Peut-être c'est moi qui est naïf, qui aimerait ça vraiment voir des admins en grève. Ça, mais je sais pas, on dirait qu'il est peut-être temps qu'on change ces rapports de pouvoir-là ou qu'on essaye d'autres choses. Mais en même temps, je suis pas la personne qui est allée parler avec les admins dans toutes les grèves que j'ai vécues depuis mon parcours aux études supérieures. Fait que, pour ceux qui savent, je vous laisse la parole.
j'ai été dans des rencontres intersyndicales avec l'ADG où est-ce que je voyais littéralement le syndicat de soutien un peu sur le bord de pleurer en disant que ça serait vraiment le fun que tu ailles à la TV puis que tu dises que ça va pas puis de prendre position avec nous. Mais c'est tout un jeu de diplomatie, de oui, mais là, si on dit ça, là, ça laisse au gouvernement la chance de nous attaquer. Puis, comme, encore là, c'est encore des bâtons dans nos roues, mais la journée où est-ce qu'on va se mettre ensemble, tous les syndicats, le syndicat l'AGE-CVM, le syndicat des profs, puis le syndicat de soutien, c'est là qu'on va être le plus fort. Puis je pense que c'est ce qu'on est en train de bâtir en ce moment. Avec la grève sociale qu'on a faite le 1er mai, pour ceux qui étaient là, c'était vraiment un beau piquetage, une belle grève. Fait que je pense qu'il faut encourager ce dialogue-là. Puis c'est un peu... C'est même que je vais répondre, mais si vous voulez... Moi aussi, j'aimerais ça que les admins sortent sur la place publique. Moi, j'essayais de convaincre ma DG de dénoncer les compressions, puis évidemment, j'essayais de la convaincre, mais en sachant que c'était un peu peine perdue dans la mesure où, tu sais, puis là, je pense que c'est pas sur eux qu'il faut compter, là. En fait, c'est en se solidarisant entre nous. Puis, tu sais, avec les compressions actuelles, les employés de soutien, là, dans un cégep, là, c'est comme pour les employés, là, avec les étudiants, c'est les personnes qui vivent le plus les conséquences, là. Moi, je pense à des services de reprographie où la personne part à la retraite, il était 3, il se retrouve 2. Puis là, c'est le début de la session. Puis là, il faut qu'ils impriment tous les plans de cours, les recueils de textes. Puis, tu sais, ils savent plus donner de la tête parce qu'ils n'ont pas le droit de faire d'heures supplémentaires. Puis, tu sais, eux, ils vivent vraiment constamment les réductions parce que c'est là qu'on va couper. Parce que le gouvernement n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas toucher aux services aux étudiants. Fait qu'on va aller toucher tout ce qui, indirectement, n'est pas en lien avec les étudiants, mais ça va avoir un impact, comme je le montrais sur vous. Fait que, tu sais, en se solidarisant avec eux, c'est ça c'est vraiment de donner. Il y a des cégeps comme peut-être le vôtre où il y a plus de tradition intersyndicale, il y en a où il y en a peu. Si vous êtes dans une institution, il y en a peu. C'est vraiment aller les voir. Puis eux aussi, là, c'est très pratico-pratique, bureaucratique, je sais pas trop, mais contrairement aux syndicats d'enseignants, les syndicats d'enseignants, ceux qui sont sur l'exécutif, ils ont une libération de leur cours qui est quand même généralement assez bonne. Là. Jamais assez, parce qu'il y a toujours plus de lutte que de temps qu'on a et d'argent. Mais les employés de soutien, eux, généralement, ils ont peu de libération. Donc, ça se passe le midi en 2 shifts. C'est extrêmement compliqué, puis eux, ils vivent vraiment plus fortement. Fait que, c'est vraiment... c'est ça, j'apprécie beaucoup que ça a été le témoignage puis les discussions que ça amène parce que ça, on les voit moins, on est moins en contact directement avec eux, mais c'est très important. Ça a été mentionné tantôt qu'il y a comme une grande démobilisation et tout, comme les gens ne veulent plus tellement faire la grève. Mais moi, je me demandais comment est-ce qu'on peut, et je me demande souvent en fait, comment on peut rester motivé, continuer à croire que faire la grève, faire des manifs, ça sert à quelque chose. Parce que moi, je trouve que c'est dur d'avoir l'impression qu'on a un impact parce qu'on vit énormément de répression. Puis, des fois, on a juste l'impression que le message se rend pas. Quand les étudiants passent dans les médias, c'est comme des courts extraits où les discours sont déformés. Mettons, en Saint-Louis, ils ont fait une occupation, ils ont montré 30 secondes des étudiants qui passaient, puis après, ils étaient comme « Ah, une chance que la police était là pour gérer la situation. » Je me dis, mais tu sais, le message des étudiants n'est pas passé. 1er mai, il y avait une grosse manif. Les seuls gens qui ont parlé dans les médias, c'est la police. Puis, mettons, les manifs, c'est super encadré par les policiers et tout. On est dispersés à la première occasion. Le lendemain, il n'y a aucun article, ou presque, qui en parle. 1er mai, tout le monde, tout le monde, les gens, plein de gens qui pensaient que toute la police du centre-ville, c'était pour les Canadiens. Puis je ne savais pas pourquoi il y avait une grève, qui n'était pas au courant. Puis pour avoir été là, comme il s'est passé des choses. Les Canadiens sont en grève? Non, mais il y avait une game en même temps. Puis les gens pensaient qu'il y avait autant de police juste pour ça. Puis, tu sais, mettons, pour les quittages, pour les grèves, au vieux, on a de la misère à avoir des grèves dures. L'admin, même si on leur demande de ne pas reprendre les journées de cours, ils le font quand même, puis on n'a pas assez de mobilisation pour faire la grève ces journées-là. Puis,
ouais, c'est ça, souvent aussi les employés rentrent à côté des temps de grève et tout, puis c'est un peu démoralisant, surtout quand, comme les seuls moments où on entend parler des manifs des grèves, c'est quand il y a genre des guillotines en papier mâché. Je sais pas, des... Si je comprends bien la question, c'est un peu la question de l'efficacité des grèves et des mobilisations en général. Et la question de l'efficacité, elle est compliquée dans un mouvement parce qu'en fait, plusieurs personnes peuvent avoir des conceptions vraiment différentes de l'efficacité. C'est pour ça que j'ai pris des notes, parce que là, toi, je te connais pas, là, mais toi, tes sources de pessimisme, c'était entre autres l'écho dans les médias de masse, c'est ça que je comprends. Tu disais les médias n'en parlent pas. La police liée aux médias, puis le fait, par exemple, qu'une ligne de piquetage dure soit dure à tenir, et la guillotine, on en parlera une autre fois. Et il y a la chaise électrique aussi. Mais, puis on a l'électricité au Québec. Mais, et donc, c'est ça. Et donc, moi, ma conception de l'efficacité, c'est un sujet de débat avec qui il faut discuter avec des camarades. Et il y a vraiment différentes manières. Et dans un mouvement, il peut y avoir vraiment des divergences d'opinion extrêmement fortes sur la question de l'efficacité. Et donc, il y a des personnes qui vont dire c'est efficace si on parle de nous en bien dans les médias. Mais là, si on parle de nous en bien, est-ce qu'on en parle beaucoup? Ou, comme beaucoup de manifestations au Québec, des grosses manifestations, y compris des grosses manifestations syndicales, c'est, mettons, moi, excuse-moi, là, je suis vieux, je l'ai encore en papier, là, mais mettons, c'est page 3 ou page 4, c'est une belle photo, soleil, puis il y a une légende qui dit « Manifestation bon enfant des syndicats, bonne participation, la police était sur les lieux, pas de débordement, point. » C'est comme, ouais, c'est un petit peu limité comme couverture quand même. Ils ont une bonne couverture, mais qui ne dit pas c'est quoi leur cause, puis ils sont en page 3. Moi, je ne sais pas c'est qui, mais des fois, il y a du monde qui... Puis ça, c'est des grosses centrales syndicales, là, ça peut être une mob nationale. Des fois, il y a des mobs nationales qui ont plus de couverture, puis ils ont des points de presse, puis ils sont suivis, mais des fois, ça ressemble à ça. Et à l'inverse, par rapport aux médias, une technique vraiment assez efficace pour faire parler soi dans les médias, c'est de prendre une roche puis la lancer dans une vitre de banque. Mais là, tu as de la couverture, mais on dit que tu es un casseur, puis que c'est pas bon ce que tu as fait, puis c'est pas gentil. Mais tu peux être 50, là, puis faire la première page du Journal de Montréal. Là. Et donc, en fait, ça a été vraiment constaté très, très souvent par la sociologie des médias et la sociologie de la communication. La communication, comme travail social, vous enseignez ça. Mais la différence de traitement médiatique des casseurs versus les mouvements légitimes, puis aussi le national puis l'international. Donc, si tu regardes les médias québécois ou français ou anglais, comment ils traitent les manifestations en Iran, comment ils traitent les manifestations en Géorgie, là, les anciennes républiques soviétiques, comment ils traitent les manifestations à Hong Kong, comment ils traitent les manifestations en Haïti, c'est bizarre, il n'y a jamais de casseurs là-bas. Mais ils disent « Ah, ils brûlent des postes de police, ils renversent des voitures, ils ont des barricades avec des pneus en feu, ils ont des cagoules, ils ont des masques à gaz, ils tuent des policiers, mais c'est des protestataires, c'est des manifestants, etc. » Il n'y a jamais de casseurs. Les casseurs, c'est toujours chez nous parce qu'en fait, les médias sont ce que j'appelle ils pratiquent le journalisme répressif. Et il y a souvent des médias au Québec qui interpellent des politiciens, dont le dernier, ça a été Patrice Roy avec Valérie Plante. Quand il y a une manifestation contre le temps au Palais des Congrès, ils ont pété une vitre. Et Patrice Roy était avec Valérie Plante, la maire de Montréal. Patrice Roy, c'est comme le chef d'antenne, c'est comme l'icône de Radio-Canada en termes de journalisme. Là. Et il lui a demandé à peu près 4 fois dans son entrevue pourquoi il n'y avait pas eu plus d'arrestations. Mario Dumont sur LCN disait « c'est des crottés, il faut les déporter ». Donc ça, c'est le journalisme répressif. Donc les journalistes, là, ils ne sont pas radicaux, ils ne sont pas anticapitalistes, ils sont... Si tout va bien, ils sont sociodémocrates, au mieux, mais ils ne font pas de manifs, les journalistes. À Radio-Canada, ils n'ont même pas le droit de participer à des manifs. C'est le service juridique. Tu travailles à Radio-Canada, tu n'as pas le droit de participer à une manifestation, même pour la paix. Et donc, parce que ça brise... Donc, la question de l'efficacité, si c'est les médias, il y a vraiment beaucoup de débats et d'analyses de savoir comment les médias traitent des mobilisations dans les médias. Mais il y a d'autres personnes qui disent, dans les mouvements sociaux, l'efficacité ne se calcule pas par la visibilité qu'on a dans les médias de masse,
c'est on veut nos propres médias. Et nous, on va porter notre propre message, puis on a d'autres manières de porter notre message. Et ça peut être une chanson, ça peut être un graffiti, ça peut être un poster, ça peut être nos médias, ça peut être des moments comme ici. Et ça, c'est comme ça qu'on porte notre message. Les syndicats ont leur propre moyen de communication, les groupes féministes ont leur moyen de communication, parce que justement, les médias ne sont pas fiables. Et donc, il y a des gens qui disent il ne faut pas calculer l'efficacité d'un mouvement par rapport à la couverture médiatique, parce qu'on va jamais y arriver, à part si on a un mouvement hyper consensuel, là, sauvons nos écoles, ou je ne sais pas trop, là, de petite enfance, là, pour les enfants, mettons. Pour les enfants, tu peux avoir... Mais tu comprends ce que je veux dire? Donc, un. Deux, c'est sûr que la police va toujours plus parler dans les médias. La police, là, ils travaillent tous les jours avec des journalistes. Tous les jours, il y a des journalistes qui parlent à des policiers, qui parlent au porte-parole de la police de Montréal, et donc ils parlent de ça quand il y a un féminicide, quand il y a une inondation, quand il y a un incendie, puis quand il y a une manif. Ils se parlent tous les jours, ils se connaissent, ils vont lui donner le micro tout de suite, puis c'est lui qui va dire... Donc, c'est sûr que la police a un avantage. Donc, si tu dis « mon mouvement n'est pas efficace parce que la police a l'avantage dans les médias », bien, la seule solution pour toi, là, c'est de rentrer dans la police. Parce que la police va toujours avoir l'avantage dans les médias. C'est fait comme ça, c'est institutionnel. Le service de police de la Ville de Montréal a créé un poste de porte-parole. Ce n'est pas tous les postes de service de police qui ont le porte-parole. Ça a été un très célèbre, ça a été Yann Lafrenière, qui est maintenant vice-premier ministre du Québec. Donc, puis, évidemment, j'avance, là, je sais que le temps passe, mais évidemment, dans la situation actuelle, dans la situation québécoise du 21e siècle et même du 20e siècle, on ne peut pas gagner contre la police dans la rue. Là. Ça n'arrive pas, ça. Il y a des moments extraordinaires, incroyables, mais on n'est pas en situation révolutionnaire. Il n'y a pas personne qui est... Moi, mes amis, ils ne savent même pas utiliser des armes, là, donc c'est bon, rien, cette affaire-là. Et donc, on n'est pas dans des moments comme ça de violence, comme dans d'autres pays ou dans d'autres situations. Dans l'Amérique du Nord, c'est déjà arrivé, mais ce n'est pas le cas maintenant. Et donc, en fait, concrètement, le mieux que tu peux espérer, c'est tenir le plus longtemps, avoir le plus de monde, si tu peux. Mais même ça, c'est un débat dans les mouvements sociaux. Est-ce qu'on est efficace parce qu'on a beaucoup de monde ou on est efficace parce qu'on a tel type de personnes qui sont avec nous? Est-ce qu'on est efficace parce qu'on réalise telle alliance dans cette mobilisation-là avec tel autre groupe? Ou en sachant très bien qu'on ne sera jamais 10 000 ou 100 000, si on est 500, c'est peut-être une super mobilisation pour certaines mobilisations. Est-ce qu'on empêche que les choses fonctionnent comme d'habitude, piquetage dur, ou... on conscientise du monde. Est-ce que ceci, cela? Donc, l'efficacité, il y a vraiment beaucoup de manières de définir ça. Et moi, ma compréhension, c'est que c'est au groupe dans les mouvements sociaux de définir l'efficacité de leur mouvement. Et je finirai en disant que... ouais, non, ça ne va pas trop vous motiver, ça. Mais moi, je suis un idéaliste, mais je suis pessimiste. Et donc, en fait... mais il y a une expression en français qui correspond à mon sentiment, c'est la rage du désespoir. Donc, c'est pas parce que tu es désespéré que tu combats pas, c'est pas parce que tu es pessimiste que tu fais plus rien. Mais moi, je suis pessimiste et je considère que dans le contexte actuel, par rapport à mes objectifs et mes idéaux à moi profonds, je vais pas voir le monde auquel j'aspire de mon vivant. Je serais très surpris, mais... il y a des mobilisations qui sont super, il y a des choses qui se font, et selon comment on définit l'efficacité de différentes manières, il y a des choses que je trouve très efficaces, mais dis-le pas à personne, là, mais moi je suis pour l'abolition de l'État, je suis pour l'abolition du capitalisme, puis accessoirement, si ça peut se faire, là, racisme et sexisme, ça serait cool aussi. La seule chose que j'ai vraiment gagnée, c'est la légalisation du cannabis. Donc, on n'est pas... c'est une victoire modérée. Mais ça ne dérange pas que dans les luttes anticapitalistes, dans les luttes contre l'État, dans les luttes contre la police, il y a quand même des victoires. Si je peux ajouter quelque chose, moi aussi, je suis idéaliste et pessimiste, mais quand j'essaie de me remonter le moral, j'essaie beaucoup de fonder sur les liens que je suis capable de développer en organisant des activités militantes ou des actions ou des choses comme ce soir. Puis on ne sait jamais quand ces liens-là peuvent
s'accélérer ou augmenter. Puis, j'écoutais l'hiver dernier, là, quand il y a eu ICE à Minneapolis, là, j'écoutais le podcast d'une avocate qui parlait de comment c'était important, par exemple, de développer des liens, de connaître ses voisins. Là, puis pas nécessairement à jaser de militantisme avec eux, mais juste, allô, t'es qui, aider à sortir les poubelles. Parce que dans des moments comme ça, là, elle explique comment les gens à Minneapolis s'étaient organisés pour se réseauter. Il y avait des canaux, dans des modes de communication sécurisés, que là, s'ils voyaient quelqu'un cogner chez le voisin, ben là, ça activait tout un réseau de gens qui sortaient avec des sifflets. Fait que, il y avait comme... Puis ça, c'est des liens qui avaient été développés aussi via les manifestations suite à la mort de George Floyd. Moi, je mélange tous les noms, là. Oui. C'est ça. Et donc, c'est ça. Fait que, j'écoute des choses comme ça ou je lis des choses comme ça. Quand je suis déprimée, là, je suis comme, ah oui, c'est ça, pour me ramener à l'essentiel, que les liens, c'est les liens avec les autres, c'est les actions qu'on fait ensemble. Même si des fois, je suis quand même découragée. Bon, ben, c'est malheureusement tout le temps qu'on a pour ce soir. C'est triste, hein? On pourra refaire une partie, une version 2 si jamais le temps se dit une autre session ou une autre année. Donc, tout d'abord, remercier nos panélistes, Marianne et Francis. Merci d'être venus. Merci. Immense remerciement à la GECVM qui nous a donné beaucoup de budget pour la pizza, le café, toute l'organisation. Tu veux-tu aller avec l'autre? Ben oui, on voulait aussi remercier la CAS qui sont venus. N'oubliez pas d'aller les voir avant de partir, ça serait cool. Ben merci aussi à Radar, puis merci à Eric. Je sais toujours pas s'il est là. OK. Ben oui, OK, sont dehors. Fait que si vous voulez consulter, il y a un code QR avec un signet, il y a plein de belles publications. Ouais. Ouais, sur la table en avant. OK, super. Puis aussi, on voulait remercier Valérie qui n'est pas là, mais aussi nos profs en PIA, Rachel et Valérie. Un gros merci à vous pour le soutien. On veut aussi remercier la coordination TTS de s'avoir battu pour nous, pour qu'on garde notre événement. Petite mention spéciale, coordination TTS. On veut remercier tout de même le département de philosophie, sociologie et histoire-civilisation pour avoir invité leurs étudiants. Je ne sais pas s'il y a des étudiants ce soir dans ces programmes-là, mais merci. Puis merci à tout le monde d'être venu. C'était vraiment un bel échange. Merci à tout le monde.